par définition. Donc, c'est une définition histologique. La cirrhose est une maladie chronique du foie dans laquelle l'architecture hépatique est bouleversée de manière diffuse par une destruction des hépatocytes suivie par une fibrose étendue et mutilante délimitant des nodules de régénération. Donc, cette désorganisation de l'architecture du foie va entraîner une insuffisance hépatocellulaire. Donc, il va y avoir une altération de la fonction hépatique. Donc, et comme vous le savez, le foie a plusieurs fonctions. Donc, parmi ces fonctions-là, c'est la synthèse des facteurs de coagulation, la synthèse de l'albumine. Donc, lorsqu'on a une cirrhose, donc, il va y avoir une insuffisance hépatocellulaire avec une baisse des synthèses des facteurs de coagulation. Donc, la deuxième conséquence, lorsqu'on a une destruction et une fibrose hépatique. Donc, il va y avoir une augmentation des résistances vasculaires intrahépatique et du coup, donc, on va avoir une augmentation de la pression portale. Et cette hypertension portale, elle va avoir des conséquences cliniques, biologiques chez les malades. Enfin, il faut savoir que la cirrhose est un état précancéreux. Donc, au cours de 10, 15, 20 ans d'évolution, donc cette cirrhose, ces nodules de régénération vont se transformer en un nodule de carcinome ou un cancer. Donc, un cancer hépatocellulaire. Ces étiologies sont multiples. Cette désorganisation architecturale, elle est due généralement soit à une agression toxique, et le facteur agressif ou toxique le plus connu est l'alcool. Donc, une agression par un virus hépatotrope. Et les virus les plus souvent retrouvés dans la pratique courante sont les virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C. Donc, il existe des maladies métaboliques telles que la stéatohépatite métabolique ou l'obésité. Donc, il existe d'autres étiologies mécaniques. Donc, on va aborder par la suite dans les facteurs étiologiques. Sa traduction clinico-biologique est peu spécifique et les signes associés dépendent surtout de son étiologie ou de ses complications. L'évolution spontanée, elle peut se faire soit vers le carcinome hépatocellulaire ou le décès. Donc, le décès suite à une complication. Le diagnostic de cette étude ne peut être qu'anatomo-pathologique. Donc, pour essayer de simplifier, donc si le foie est agressé de façon continue par un virus, par un facteur toxique tel que l'alcool, donc il va y avoir une inflammation chronique. Donc, cette inflammation chronique, elle va endommager les lobules hépatiques. Et comme vous le savez, les lobules hépatiques, c'est les unités fonctionnelles du foie. Donc, une fois ces lobules hépatiques seront endommagés, donc l'évolution, elle se fait sous forme de cicatrice. Cette cicatrice, elle va donner lieu à une fibrose, donc qui va s'aggraver progressivement, et d'où l'installation de nodules de régénération. Donc, cette fibrose, donc, qui va aggraver ou altérer la fonction des lobules hépatiques, va avoir un retentissement sur le fonctionnement du foie. Donc, une baisse des fonctions du foie qui va se traduire cliniquement par une insuffisance hépatocellulaire. Donc, cette insuffisance hépatocellulaire donc, a des signes cliniques et biologiques. Donc, ces nodules de régénération, donc, ils vont altérer la fonction hépatique qui est hémodynamique. Donc, cette fonction hémodynamique, c'est l'augmentation de la pression portale qui va avoir également donc, des conséquences cliniques et biologiques qu'on va voir par la suite. Donc, sur le plan anatomopathologique, un foie cirrhotique peut avoir différentes tailles. Donc, à la macroscopie, lorsqu'on étudie un foie cirrhotique, vous voyez sur des images, donc on peut avoir différentes tailles. Soit la taille, elle peut être réduite, et là, on parle d'une cirrhose atrophique. On peut avoir une taille augmentée, une hépatomégalie, et à ce moment-là, donc, on parle d'une cirrhose hypertrophique. Donc, le foie peut prendre différentes tailles, une taille mixte, atropho-hypertrophique, et à ce moment-là, on parle d'une dysmorphie hépatique. Elle ne peut être pas normale. Soit on peut avoir une taille atrophique, une hypertrophie ou une atropho-hypertrophie. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une dysmorphie hépatique. Donc, la couleur peut être également variable. Donc, on peut avoir une couleur rouge vif ou une couleur rousse. Concernant les nodules de régénération, donc lorsque ces nodules sont moins de 3 mm, donc on parle d'une cirrhose micronodulaire. Les nodules sont plus de 3 mm, donc on parle de cirrhose macronodulaire. Et on peut avoir des formes mixtes avec une cirrhose macro- et micronodulaire. Ici, dans l'étude histologique, vous avez deux lésions élémentaires. Donc ici, vous avez un foie normal, donc avec un espace porte, un lobule hépatique, donc qui est l'unité fonctionnelle du foie.
Et lorsqu'on a une agression, donc quel que soit le facteur agressif, les deux lésions élémentaires, c'est la fibrose qui correspond à une fibrose de la matrice extracellulaire, vous voyez ici sur l'image, et les nodules de régénération. Donc, on peut avoir d'autres signes indirects donc, qui sont des signes d'évolutivité, à savoir un infiltrat inflammatoire donc, avec une nécrose interlobulaire. Et à l'histologie, on recherche également donc, des signes qui vont orienter vers une étiologie. Par exemple, on a des lésions biliaires, une céatose, donc la céatose qui se voit surtout dans les hépatites alcooliques ou les hépatites post-NASH. Donc, on peut avoir des signes qui orientent vers une étiologie virale, par exemple une hépatite B ou une hépatite C. Donc, il existe d'autres maladies métaboliques, ce qu'on appelle des maladies de surcharge, telles que l'hémochromatose, qui correspond à une surcharge ou un excès de surcharge de fer. Et on peut rechercher ces éléments-là également à l'histologie. Mais pour parler de cirrhose d'une manière générale, donc gardez en tête qu'il existe deux lésions élémentaires. Donc, la première lésion, c'est la fibrose. Et la deuxième lésion, c'est l'apparition de nodules de régénération. Voici l'histoire naturelle de la fibrose. Donc, à l'état normal, le foie il est lisse. Et lorsqu'il y a un facteur agresseur, donc, il va y avoir de la fibrose. Donc, cette fibrose va s'aggraver dans le temps. Donc, au bout de 15-20 ans d'évolution, et évoluer vers la cirrhose. Une fois la cirrhose est installée, donc, on va avoir trois conséquences. Donc, la première conséquence de la fibrose, c'est l'augmentation de résistance vasculaire intrahépatique. Donc, il existe des vaisseaux au niveau du foie. Cette fibrose va entraîner une augmentation des résistances vasculaires. Et comme vous le savez, la pression au niveau du sang, elle répond à la loi de Ohm. La pression, elle est égale à la résistance fois la vitesse du sang. Donc, lorsqu'il y a une augmentation des résistances vasculaires, donc en conséquence, il va y avoir une augmentation de la pression portale. Donc, la deuxième conséquence, c'est la destruction du capital hépatocytaire. Les hépatocytes, donc c'est l'unité fonctionnelle du foie. Lorsqu'il y a une destruction du capital hépatocytaire, donc il va y avoir une baisse des capacités de synthèse, en particulier donc, la synthèse des facteurs de coagulation. Donc, gardez en tête, il va y avoir une baisse de synthèse du facteur 2 et le facteur 5. Donc, une baisse de la synthèse de l'albumine et qui va se manifester cliniquement par une insuffisance hépatocellulaire. Donc, la troisième conséquence, elle est liée aux nodules de régénération. Donc, les nodules de régénération ou le facteur de réparation constituent un état précancéreux. Donc, ces nodules de régénération, généralement, ils vont évoluer au bout de 10-15 ans d'évolution vers une dysplasie, puis l'installation d'un carcinome hépatocellulaire, donc qui est une complication redoutable de la cirrhose. Donc, le carcinome hépatocellulaire, il survient dans 80% des cas chez les patients donc, qui ont une cirrhose. D'où l'intérêt de dépister. Donc, chaque patient, lorsqu'on diagnostique un état de cirrhose, donc on fait ce qu'on appelle le dépistage du carcinome hépatocellulaire systématiquement par échographie et par le dosage de l'alpha-fétoprotéine. À l'état normal, donc à la différence des autres organes, le foie, il est alimenté essentiellement par le réseau veineux. Donc le réseau veineux, donc, il va traverser le foie puis sortir à travers les veines sushépatiques vers la veine cave inférieure, parce que le foie, il va jouer le rôle d'un filtre. Et lorsqu'on a une cirrhose, donc il va y avoir une augmentation de résistance vasculaire intrahépatique, et en conséquence, donc il va y avoir une dilatation donc, du réseau veineux, donc qui à l'état normal n'est pas évident donc, sur le plan clinique. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence clinique? Une dilatation de la veine ombilicale et qui va se traduire cliniquement par une reperméabilisation de la veine ombilicale et par l'apparition de la circulation veineuse collatérale au niveau abdominal. Deuxième conséquence, donc, on va avoir une dilatation du système veineux gastro-œsophagien. Donc, et en conséquence, donc, les malades qui ont une cirrhose vont développer des varices œsophagiennes, donc des varices gastriques et la gastropathie hypertensive. La rupture de varices œsophagiennes et des varices gastriques va se manifester par une hémorragie digestive, donc qui constitue une complication redoutable de la cirrhose. Troisième conséquence, donc il va y avoir une dilatation donc, de la veine splénique. Et on va avoir une splénomégalie congestive, donc c'est une splénomégalie de stade 2-3, et elle fait partie du syndrome d'hypertension portale. Cette splénomégalie va entraîner une séquestration des trois lignées sanguines, donc une baisse des plaquettes, une baisse des globules rouges et une baisse des globules blancs.
Et là, on va parler d'un hypersplénisme. Donc, chez tout patient cirrhotique, sur le plan biologique, donc on va avoir une baisse des trois lignées. On va parler d'une pancytopénie liée à l'hypersplénisme. Il faut savoir qu'il existe deux formes cliniques. Donc, les formes non compliquées. Donc, généralement, on parle de cirrhose compensée où le diagnostic est un peu difficile. Donc, généralement, le diagnostic au stade de cirrhose non compliqué, il se fait fortuitement. Donc, au stade compliqué, la plupart des malades vont arriver dans un stade compliqué. Par exemple, une hémorragie digestive, une encéphalopathie, une acite. Et à ce moment-là, on va découvrir ou poser le diagnostic de cirrhose. Donc, les circonstances de découverte au stade de cirrhose compensée ou latente, la découverte est généralement fortuite. Donc, les signes sont peu spécifiques. Donc, les patients se plaignent généralement d'une acénie ou un amaigrissement. Donc, on peut avoir une perturbation du bilan hépatique lors d'un bilan de routine ou découvrir un foie dysmorphique lors d'une opération. Par exemple, le patient, lorsqu'il est admis pour une intervention, donc une hernie, une appendicite, une intervention dont les pathologies sont très fréquentes. Donc, l'opérateur, il découvre en père opératoire un foie dysmorphique macronodulaire. Donc, le diagnostic est beaucoup plus facile au stade de cirrhose décompensée. Donc, les complications les plus fréquentes sont l'acite, l'hémorragie digestive, l'encéphalopathie hépatique et la greffe néoplasme. L'examen clinique chez un patient donc, qui présente une cirrhose, on peut détecter donc, une hépatomégalie. Cette hépatomégalie est inconstante. Pourquoi? Parce que le patient il peut avoir une atrophie hépatique et à ce moment-là, donc, on ne va pas palper une hépatomégalie. Cette hépatomégalie est non douloureuse, donc le bord inférieur est dur, tranchant, atrophique ou hypertrophique. Donc, on va rechercher à l'examen clinique l'existence de signes d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, les signes d'insuffisance hépatocellulaire, ils apparaissent généralement donc, chez les patients avec une insuffisance hépatocellulaire sévère. Donc, ces signes sont l'existence d'angiomes stellaires, une érythrose palmaire, un hypocratisme digital, donc des angles blancs, une gynécomastie, impuissance et féminisation donc, chez l'homme, hypogonadisme aménorrhée et stérilité chez la femme, un fétor hépatique. Le fétor hépatique, donc, c'est une haleine fétide, une odeur particulière donc, chez les patients qui ont une cirrhose. Et dans les stades avancés, l'ictère. Les signes d'insuffisance hépatocellulaire, angiome stellaire, érythrose palmaire, hypocratisme digital, angle blanc, gynécomastie chez l'homme, hypogonadisme et aménorrhée chez la femme, un fétor hépatique et l'ictère. On va rechercher cliniquement l'hypertension portale. Donc, le premier signe est la splénomégalie. Donc, une circulation veineuse collatérale portocave. Donc, on va rechercher la reperméabilisation de la veine ombilicale. Donc, on parle de syndrome de Crüger-Baumgarten, donc qui correspond à une circulation veineuse périombilicale dite en tête de méduse par reperméabilisation d'une veine paraombilicale à partir de la branche gauche de la veine porte. Enfin, l'acide, elle fait partie des signes d'hypertension portale. Concernant la biologie, il faut savoir qu'il n'existe pas de signes spécifiques. À l'exploration fonctionnelle hépatique, on peut avoir une augmentation de la bilirubine, phosphatase acanine et gamma-GT, donc ils peuvent être élevés ou normales, donc en fonction du degré de l'insuffisance hépatocellulaire. Donc on peut avoir un syndrome de cytolyse ou bien les aminotransférases normales. Donc on va rechercher des signes biologiques d'insuffisance hépatocellulaire, c'est très important. Donc, la première suspicion d'une insuffisance hépatocellulaire lorsqu'il y a une chute du taux de prothrombine. Donc, une baisse de la synthèse du facteur 2 va entraîner une baisse de TP donc, qui n'est pas corrigée par le test de Köhler. Donc, une baisse du facteur 5. Donc, une baisse du facteur 5 moins de 80%, on parle d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, on peut avoir une hypoalbuminémie. Donc, l'albumine, il est synthétisé par le foie. Et lorsqu'il y a une insuffisance hépatocellulaire, donc la synthèse de l'albumine va diminuer et se manifester biologiquement par une hypoalbuminémie sérique. Dans les stades avancés, insuffisance hépatocellulaire terminale, donc on va avoir une hypoglycémie ou lors d'une greffe néoplasique. Donc le taux du cholestérol peut être bas, mais non spécifique. Gardez en tête ces trois éléments-là, donc le taux de prothrombine, le facteur 5 et l'albumine. Donc, on va rechercher à l'électrophorèse des protéines une augmentation polyclonale des immunoglobulines avec un bloc bêta-gamma, qui signifie que le patient a une cirrhose. Je vous ai parlé de l'hypersplénisme, un hémogramme. Donc, on va rechercher
une baisse du taux de leucocytes, une thrombopénie, une anémie modérée, donc qui peut être normo ou macrocytaire. Concernant la morphologie, tout patient qui a une cirrhose ou une insuffisance hépatocellulaire, donc on va pratiquer une endoscopie digestive haute systématiquement. Pourquoi? Pour rechercher les signes endoscopiques d'hypertension portale. Je vous ai expliqué que lorsqu'il y a une augmentation de la pression portale, donc il va y avoir une dilatation donc, des veines accessoires qui va se traduire sur le plan endoscopique par l'apparition de varices œsophagiennes. Donc, je vous fais un rappel qu'il existe trois types de varices œsophagiennes, donc de gravité croissante. Donc, les stades 1, c'est des varices de petite taille aplaties par l'insufflation. Stade 2, c'est des varices non aplaties par l'insufflation et séparées par des intervalles de Michelson. Et le stade 3, c'est des grosses varices œsophagiennes continuantes et non aplaties par l'insufflation. Et c'est ce type de varices-là, donc, avec un risque élevé de rupture. Donc, on va rechercher les signes prédictifs de rupture, donc, qui sont l'existence de signes rouges à la surface de ces varices. Dans 25% des cas, donc, on va individualiser des varices au niveau de l'estomac, donc, qui sont associées aux varices œsophagiennes dans 24 à 50% des cas. Ils peuvent être isolés, et là, on parle de varices gastriques isolées. Donc, la gastropathie hypertensive, elle est également de gravité croissante, donc on peut avoir une gastropathie minime et une gastropathie sévère. Voici l'aspect endoscopique de varices œsophagiennes. Donc ici, vous avez une varice gastrique sous-cardiale. Ici, on peut avoir des varices ectopiques au niveau duodénal. Donc on peut avoir également exceptionnellement des varices ectopiques au niveau rectal. Et là, c'est l'aspect d'une gastropathie hypertensive à l'endoscopie. On parle d'estomac, aspect en mosaïque ou estomac en peau de serpent. Concernant la partie morphologique, donc on doit pratiquer systématiquement une échographie hépatique. Donc l'échographie hépatique, c'est un examen de routine donc, qui est facilement réalisable et il va nous donner des signes indirects d'une cirrhose, même lorsque la cirrhose est à un stade compensé. On va apprécier ou étudier le parenchyme hépatique, le volume. Donc le volume peut être normal, il peut être diminué ou augmenté. On va apprécier les contours donc, qui peuvent être normaux ou déformés. On va apprécier l'échogénicité du foie, qui peut être normale ou augmentée. Donc, une hypertrophie du lobe codé, donc du segment 1, donc qui signe l'existence d'une hypertension portale. On va apprécier l'hétérogénéité diffuse du foie, donc la surface nodulaire diffuse, en particulier lorsque les nodules sont de plus de 3 mm. On doit rechercher des lésions focalisées parenchymateuses et vocalisées carcinome hépatocellulaire. Et l'échographie va nous permettre de rechercher des signes d'hypertension portable, qui sont la splénomégalie, l'augmentation du calibre de la veine porte, donc une dilatation de la veine porte plus de 12 mm, une dilatation de la veine mésentérique supérieure et de la veine splénique, une reperméabilisation d'une veine para-ombilicale, et une circulation collatérale portocave. Enfin, on doit rechercher l'existence d'une ascite lorsqu'elle n'est pas cliniquement détectable. Donc, l'échographie va nous permettre d'individualiser un épanchement péritonnéal. Deuxième examen capital systématique qu'on doit réaliser est l'échodoppler. Donc, échographie couplée au doppler des vaisseaux hépatiques, indispensable. Pourquoi? Pour rechercher l'existence d'une éventuelle thrombose. Et comme vous le savez, donc, au stade de cirrhose, donc, il y a une perturbation du système de coagulation qui va se traduire par le développement de thromboses veineuses, qu'elles soient sous-hépatique ou sus-hépatique, avec les quatre stades évolutifs de thrombose. Le stade 1, diminution de la vélocité avec absence de modulation respiratoire. Donc le stade 2, le flux porte en va-et-vient. Donc le stade 3, le flux porte stagnant. Et au stade 4, c'est l'inversion du flux porte. Et à ce moment-là, le risque de développer une thrombose donc, sera élevé. Donc on recherche systématiquement des thromboses portes. Et on va explorer également les veines sus-hépatiques lorsqu'elles ne sont pas parfaitement visibles à l'échographie. Donc, un autre examen complémentaire, c'est l'angioscanner, donc un scanner avec injection, qui est réalisé surtout lorsqu'il y a une suspicion de carcinome hépatocellulaire. Donc, lorsqu'on fait une échographie, on découvre un nodule hépatique. On ne sait pas est-ce que ce nodule hépatique est un nodule de régénération, un nodule de CAC. Donc, à ce moment-là, donc, on doit pratiquer systématiquement donc, un angioscanner pour essayer d'éliminer le carcinome hépatocellulaire. Donc, la ponction biopsie du foie est l'examen de référence pour le diagnostic de cirrhose. Pourquoi? Donc, pour rechercher les lésions
histologique élémentaire. Donc, cette ponction biopsie du foie, elle sera réalisée par voie transcutanée, donc en absence de contre-indication. Donc, il faut savoir que les deux contre-indications sont l'existence d'un TP bas inférieur à 50% et un taux de plaquettes inférieur à 80 000. Donc, c'est les troubles de la crasse sanguine. Donc, lorsqu'il existe une contre-indication à la PBH, à ce moment-là, cette ponction biopsie du foie peut être réalisée par voie transjugulaire. Qu'est-ce qu'on doit rechercher à la biopsie hépatique? La ponction du biopsie du foie, elle va nous affirmer la cirrhose. Donc, mettre en évidence les deux lésions alimentaires, donc qui sont la fibrose annulaire et la régénération hépatique nodulaire. Donc, on doit rechercher une fibrose dissicante et une perturbation de la vascularisation hépatique. Cette étude histologique peut nous donner des arguments étiologiques si on suspecte une cirrhose d'origine alcoolique, une hémochromatose ou les autres causes, c'est que les cirrhoses virales B, une cirrhose virale C. Donc, les limites de la ponction biopsie du foie, c'est que c'est un examen invasif, donc il y a beaucoup de complications dans un contexte où les malades présentent une perturbation de la crasse sanguine. Donc, lorsque les biopsies sont morcelées et de petite taille, lorsqu'on fait une biopsie à l'aveugle, donc on peut tomber sur le foie sain et avoir un diagnostic erroné. Au cours de ces 20 dernières années, donc, il y a eu un développement de méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose. Donc, deux types de méthodes. Donc, il existe des tests sanguins et des examens radiologiques. Donc, des tests sanguins, le plus utilisé et le plus approuvé dans la pratique courante, c'est le fibrotest, qui consiste en la combinaison de 5 marqueurs. Alpha 2 macroglobulines, donc aptoglobine, apolipoprotéine A1, donc la bilirubine, le taux de gamma-GT, l'âge et le sexe. Donc, on calcule un test pour essayer de détecter le degré de fibrose hépatique. Donc, l'élastométrie du foie est un examen donc, à l'aide d'une sonde qui va mesurer la dureté du foie avec des paramètres qui vont nous préciser le degré de la fibrose hépatique. Gardez en tête que pour diagnostiquer la cirrhose, donc l'examen de référence, c'est de la biopsie hépatique. En cas de contre-indication à la biopsie hépatique, donc on pratique des tests sanguins pour mesurer le degré de la fibrose hépatique, à savoir le fibrotest, ou bien un test ou un examen radiologique, donc qui est le fibroscan. On passe à la cirrhose décompensée ou dans les formes compliquées. Les complications fréquentes de la cirrhose sont, la première complication est l'acide, l'hémorragie digestive suite à une rupture de varices œsophagienne, donc l'ictère dans les formes avancées d'insuffisance hépatocellulaire, l'encéphalopathie hépatique et le carcinome hépatocellulaire. Donc l'acide, c'est la complication la plus fréquente. Elle correspond à une accumulation de liquide dans la cavité péritonéale d'abondance variable. Donc lorsqu'elle est minime, 300 à 1000 cc, donc le diagnostic est échographique, elle ne sera détectée cliniquement que lorsque le volume de l'acide est supérieur à 2,5 litres. Donc moyenne, donc matité d'équilibre des flancs. Lorsqu'elle est abondante, donc on doit rechercher des signes d'intolérance tels qu'une douleur ou une dyspnée. Donc, une ponction exploratrice est systématique. Donc, généralement, une acide qui complique une cirrhose, elle va donner un aspect jaune citrin à la macroscopie. À la biochimie, c'est une acide qui est pauvre en protides, à la différence des acides inflammatoires ou des acides carcinomateuses, donc qui est riche en protides. Et à la cytologie, on doit rechercher toujours ou calculer le taux de polynucléaire neutrophile. Pourquoi? Lorsque ce taux est supérieur à 250 éléments par millimètre cube, donc on doit traiter une infection du liquide d'acide. Donc les complications de l'acide peuvent être mécaniques, telles qu'une dyspnée par compression de la cage thoracique, une hernie et une éventration, une rupture de l'ombilic. Donc la complication la plus redoutable et la plus fréquente est la surinfection du liquide d'acide, qui est une urgence thérapeutique. Elle va se manifester cliniquement par la triade fièvre, douleur et une décompensation acétique et un taux de polynucléaire neutrophile dans l'acide qui est supérieur à 250 éléments par millimètre cube. La deuxième complication est l'ictère, dû à un défaut d'excrétion de la bilirubine. Donc cet ictère est à bilirubine mixte avec une prédominance de bilirubine conjuguée, associée à des urines foncées avec une bilirubinurie. Donc la deuxième complication la plus grave est l'hémorragie digestive. Donc c'est la deuxième cause de mortalité chez les malades atteints de cirrhose. Elles sont attribuées dans 75% des cas à une rupture des varices œsophagiennes, parfois à une rupture de varices cardio-tubérositaires, dans 25% des cas
gastropathie hypertensive, un ulcère, une ulcération, un syndrome de Mallory-Weiss. Donc, c'est une urgence dont le traitement doit être pris en charge en centre spécialisé. Donc, le diagnostic, il se fait facilement par la fibroscopie œsogastro-duodénale. Et les critères diagnostiques, on peut avoir soit l'existence d'un saignement actif par une rupture de varices œsophagienne, donc l'existence de signes rouges à la surface des varices œsophagiennes, tel qu'un caillou ou un clou plaquettaire. Et on doit rechercher les autres signes d'hypertension portale et la présence de sang dans l'estomac. Donc, voici l'aspect endoscopique d'une hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes, donc avec un saignement actif, en G et en cours. Et ici, une hémorragie digestive suite à une rupture de varices gastriques. Donc, la troisième complication est l'encéphalopathie hépatique. Donc, par définition, c'est un trouble neuropsychique et musculaire secondaire à l'insuffisance hépatocellulaire. Elle peut être aiguë ou chronique. Donc, le mécanisme est multifactoriel. Donc, l'encéphalopathie hépatique est généralement due à l'accumulation de neurotoxines, essentiellement de l'ammoniac, qui est neurotoxique. Donc, l'accumulation d'ammoniac, donc, il va passer à travers le système nerveux central et donner ce trouble neurologique. Donc, devant une encéphalopathie hépatique, il faut rechercher toujours un facteur déclenchant, en particulier lorsque l'encéphalopathie hépatique est aiguë. Donc, les facteurs déclenchants les plus connus sont l'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes, donc une infection du liquide d'acide, donc un traitement diurétique au long cours, des troubles ioniques, en particulier une hyponatrémie et une hypocalémie, une déshydratation, donc la prise de neuroleptiques et une constipation chronique. Différents stades d'encéphalopathie hépatique, donc ça peut aller de l'inversion du rythme du sommeil jusqu'au coma. Donc, dans les stades 4, c'est le coma profond. Parce que dans les stades chroniques, généralement, les patients, un patient qui a une cirrhose, donc avec une encéphalopathie chronique, il va développer ce qu'on appelle une encéphalopathie stade 1. Donc, c'est des micro-encéphalopathies avec un acérexis. Donc, l'acérexis, c'est des tremblements des mains et une inversion du rythme nictéméral. Cette stadification a un intérêt pronostique et pour sélectionner les patients à hospitaliser. Par exemple, les stades 2 et 4, c'est coma avec une désorientation. Donc, ça peut aller jusqu'au coma profond. Et à ce moment-là, donc, on doit hospitaliser les patients. Et le traitement, donc, le traitement il va faire appel simplement à un laxatif. C'est du Dufalac. Donc, le Dufalac, pourquoi? Pour essayer d'évacuer l'excès d'ammoniac au niveau de l'estomac. Et on doit traiter le facteur déclenchant. Donc, lorsque l'encéphalopathie est chronique, généralement, il n'y a pas de facteur déclenchant. Mais lorsque le patient il se présente avec, par exemple, une encéphalopathie stade 3 ou stade 4, on doit rechercher en premier lieu un facteur déclenchant. Donc, le facteur déclenchant, il peut être une hémorragie, une infection du liquide d'acide, effet secondaire de traitement diurétique, d'accord? On doit hospitaliser le patient, donc traiter le facteur déclenchant, et par la suite, donner un traitement spécifique de l'encéphalopathie, donc qui est le Dufalac. Donc, la complication la plus redoutable et la plus mortelle est la dégénérescence, comme je vous ai expliqué. Donc, c'est le carcinome hépatocellulaire, d'où l'intérêt d'un dépistage systématique. Donc, chez tout patient qui a une cirrhose, donc, on fait ce qu'on appelle le dépistage à la recherche de nodules de carcinome hépatocellulaire par une échographie hépatique et un dosage de l'alpha-fetoprotéine tous les 6 mois. Donc, la suspicion de greffe néoplasique devant une altération de l'état général, un amaigrissement, une fièvre inexpliquée, une augmentation du volume du foie, douleur de l'hippocampe droit, une acide hémorragique ou chileuse ou un syndrome paranéoplasique. Le diagnostic est généralement tardif dans les CHC avancés. Lorsque la cirrhose est connue, donc il faut systématiquement réaliser une échographie et un dosage de l'alpha-fetoprotéine pour essayer de détecter précocement un CHC et proposer une stratégie thérapeutique curative. Donc, voici un aspect d'un carcinome hépatocellulaire au scanner. Les autres complications sont des complications donc, hématologiques, essentiellement une anémie et troubles de la crasse sanguine. Donc, les complications endocriniennes, donc une féminisation chez l'homme, aménorrhée chez la femme, une stérilité, hypogonadisme et le diabète. Donc, dans les stades tardifs, une complication respiratoire donc, à type de syndrome hépatopulmonaire, donc dyspnée, hypertension artérielle pulmonaire, et les complications rénales, donc essentiellement le syndrome hépatorénal. Donc, comment évaluer le pronostic des malades? Donc, le score de Child-Pugh. Donc, le score de Child-Pugh, il va prendre en considération 5 paramètres: l'encéphalopathie, l'existence d'une acide, le taux d'albumine, le taux de Quick ou bien le TP et le taux de bilirubine. Il existe 3 stades de gravité
croissante. Donc, les cirrhoses child A, donc c'est des cirrhoses compensées, donc avec une insuffisance hépatocellulaire minime. Les child B, c'est des cirrhoses avec insuffisance hépatocellulaire modérée. Et les child C, donc c'est des cirrhoses avec une insuffisance hépatocellulaire sévère. Et généralement, chez ces patients-là, donc, on doit indiquer la transplantation hépatique. Bon, on va passer au diagnostic étiologique. Les facteurs étiologiques de fibrose hépatique sont multiples et nombreux. Donc, en Algérie, donc, les premiers facteurs étiologiques de cirrhose hépatique sont les hépatites virales, donc hépatite B et l'hépatite C en particulier. Dans les pays développés, donc, le premier facteur étiologique est le NASH, ce qu'on appelle le syndrome métabolique ou l'obésité, et la consommation excessive d'alcool. Il existe une étiologie toxique, une cirrhose d'origine médicamenteuse, et on va voir par la suite des pathologies auto-immunes, des maladies cholestatiques, excès en vitamine A et des maladies métaboliques. Donc, les étiologies virales sont dominées par le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite B et les co-infections BD. Donc, les pathologies dysimmunitaires, en particulier l'hépatite auto-immune, la cirrhose biliaire primitive et la cholangite sclérosante primitive, qu'on va voir par la suite en détail. Donc, une cirrhose, lorsqu'il y a une consommation excessive d'alcool, donc il y a un risque de développer une cirrhose. Donc, il existe des pathologies vasculaires telles que le syndrome de Budd-Chiari, donc qui correspond à une obstruction des veines sus-hépatiques, qu'elles soient primitives ou secondaires, des maladies véno-occlusives et le foie cardiaque. Il existe des causes métaboliques, donc qui sont des pathologies rares. La maladie de Wilson, donc qui est liée à une accumulation de cuivre dans le foie. L'hémochromatose liée à une accumulation excessive du fer dans le foie. Le déficit en alpha-1 antitrypsine et le syndrome de l'insulinorésistance, donc qui est le NASH. Donc, les autres causes, cirrhose biliaire secondaire, par exemple, à une intervention pour kyste hépatique ou toxique lors de prise de phytothérapie. Lorsqu'aucune étiologie n'est retrouvée, donc on parle de cirrhose cryptogénétique, donc qui est retrouvée dans environ 30% des cas. En Algérie, la première cause de cirrhose, c'est les virus de l'hépatite C et B. Deuxième cause, généralement, c'est les cirrhoses cryptogénétiques, 30% des cas. Ensuite, pathologies dysimmunitaires, telles que l'hépatite auto-immune, cirrhose biliaire, cholangite sclérosante. Dans les pays développés, donc la première cause, c'est la cirrhose d'origine alcoolique et la cirrhose métabolique, en particulier la NASH, qui est liée à l'obésité et le syndrome métabolique, diabète, dyslipidémie. L'hépatite virale B est un problème majeur de santé publique. Le caractère peu symptomatique ou asymptomatique fait que le diagnostic d'hépatite virale B, il se fait généralement au stade de cirrhose. Donc, les signes sont peu spécifiques, assénie, douleur abdominale, atralgie. On peut avoir à la biologie donc, un syndrome de cytodysflictillon, donc voire normal. Le diagnostic est le plus souvent fortuit. Donc, une sérologie virale systématique réalisée par exemple lors d'un don de sang ou un dépistage familial. Donc, comment poser le diagnostic? Par une simple prise de sang. Donc, l'antigène HBS positif, lorsqu'il est positif, donc on doit confirmer cette infection virale par un test antigénique, donc par la PCR à la recherche de l'ADN viral B. Donc, les complications révélatrices de l'hépatite virale B peut être au stade de cirrhose compliquée, d'acide, hémorragie digestive, CHC. Autrement dit, vous avez un malade donc, qui vient pour une acide, donc on fait des analyses, donc on suspecte une cirrhose. Systématiquement, les premiers bilans biologiques, étiologiques qu'on va demander sont les sérologies virales B et sérologie virale C. D'accord? Et ensuite, on doit confirmer cette infection. Il faut savoir que l'hépatite virale B, en plus des lésions élémentaires, donc on doit rechercher à l'histologie, à la ponction biopsie du foie, qui sont la fibrose et les nodules de régénération. Donc, il existe des signes spécifiques histologiques liés au virus de l'hépatite B, qui sont l'aspect en vert dépoli ou ground du cytoplasme des glaces, des hépatocytes contenant de l'antigène HBS, un aspect de noyau sablonneux dû à l'excès d'antigène HBC. Et l'antigène HBS, on peut le détecter dans le cytoplasme hépatocytaire et l'antigène HBC à l'immunohistochimie. Deuxième pathologie ou infection virale donc, qui va induire à une cirrhose est l'hépatite virale C, donc, qui constitue également un problème majeur de santé publique. 170 millions dans le monde, 3% de la population mondiale. Le même problème que le virus de l'hépatite C, donc c'est une pathologie qui est silencieuse, peu ou asymptomatique. Donc les signes les plus connus sont l'existence d'une asthénie ou des manifestations extra-hépatiques telles qu'une arthralgie ou une fatigue musculaire.
Il existe une cytolyse modérément élevée, donc inférieure à 5 fois la normale, donc elle peut être fluctuante. Le diagnostic est le plus souvent méconnu ou négligé, donc, et peut se révéler généralement au stade de cirrhose. Le diagnostic est également biologique, donc une sérologie par la technique ELISA virale C. Lorsque l'anticorps anti-VHC est positif, donc on doit confirmer l'infection virale C par une PCR à la recherche de l'ARN qualitatif et quantitatif du virus de l'hépatite C. Idem, comme pour le virus de l'hépatite B, donc on doit rechercher des signes à l'histologie donc, qui sont spécifiques à cette agression par le virus de l'hépatite C, qui sont l'existence d'une stéatose macrovésiculaire et une cholangite à l'histologie. Les pathologies dysimmunitaires, donc la pathologie la plus fréquente est la cirrhose biliaire primitive. Qu'est-ce qu'une cirrhose biliaire primitive? Donc, elle correspond à une destruction progressive des petites veines intrahépatiques. C'est une pathologie auto-immune qui est rare. L'incidence est de 1 pour 100 000 habitants. C'est une pathologie donc, qui touche le plus souvent le sujet féminin à l'âge jeune, entre 25 et 40 ans. Cliniquement aspécifique, assignée à une priorité parfois une priorité invalidante, donc une hépatomégalie dans 2 tiers des cas. L'évolution, elle se fait tardivement vers la cirrhose. Donc, à la biologie, donc, on doit rechercher une augmentation du taux des IgM sériques, une augmentation de gamma-GT, une augmentation des phosphatases alcalines. On peut avoir un syndrome de cytolyse modérée. Et pour confirmer le diagnostic, donc, on doit mesurer des tests spécifiques qui sont la positivité des anticorps antimitochondries de type M2. Quand ils sont positifs, ils ont une spécificité et une sensibilité de 100%. On doit rechercher également à l'histologie des signes spécifiques de cholangite biliaire. Deuxième pathologie auto-immune la plus fréquente est l'hépatite auto-immune qui survient dans un contexte particulier. Donc, elle touche le plus souvent les femmes. Avec un contexte auto-immune particulier, donc pathologie auto-immune telle qu'une thyroïdite auto-immune, un syndrome sec par exemple. Donc on doit rechercher des lésions hépatocytaires nécrotico-inflammatoires à l'histologie. Comment poser le diagnostic? Par des marqueurs spécifiques, des anticorps particuliers, tels que les anticorps antinucléaires, anticorps antimusculis, donc qui reviennent positifs. Donc, cette hépatite auto-immune est caractérisée par une grande sensibilité au traitement corticoïde. Lorsqu'elle n'est pas détectée à un stade précoce, l'évolution, elle se fait vers une cirrhose. Donc, ce qu'on doit rechercher à l'histologie, c'est l'existence d'une hépatite d'interface d'activité moyenne ou sévère, une disposition en rosette des hépatocytes. La cholangite sclérosante primitive est la troisième pathologie auto-immune qui touche le plus souvent l'homme, donc 25-40 ans. C'est une inflammation et une fibrose des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Cette pathologie a une particularité, c'est qu'elle est associée dans 70% des cas au MICI, la maladie de Crohn et la RCH, d'où lorsqu'on suspecte une cholangite sclérosante primitive, donc une coloscopie est réalisée systématiquement. Donc, elle est caractérisée cliniquement par l'existence d'accès d'angiocholite, une évolution vers la cirrhose et le cholangiocarcinome. Le diagnostic est généralement morphologique, donc il fait appel à la cholangio-IRM qui va mettre en évidence des sénences courtes et étagées des voies biliaires. Donc, à l'histologie, on va rechercher ces signes de cholangite qui correspondent à une fibrose concentrique en bulbe d'oignon autour des canaux biliaires. La stéatohépatite non alcoolique est la deuxième cause de cirrhose dans les pays développés. Donc, elle correspond à une stéatose plus lésion de ballonisation hépatocytaire et d'inflammation nodulaire en absence de consommation excessive d'alcool. Donc, la consommation excessive d'alcool est définie par la prise quotidienne de plus de 20 grammes par jour chez la femme et 30 grammes par jour chez l'homme. Donc, ce qu'on doit rechercher à l'histologie, une fibrose autour des veines centrolobulaires, puis extensive. Donc, cliniquement, on suspecte une stéatohépatite non alcoolique lorsqu'il y a une obésité ou un surpoids, un syndrome métabolique, donc triade HCA, diabète et hyperlipidémie, et le syndrome de l'apnée du sommeil. Donc, une élévation chronique des transaminases et ou des gamma-GT, donc chez un patient qui a un syndrome métabolique avec une hyperféritinémie et un confession de saturation normale, donc doit faire suspecter une stéatohépatite non alcoolique. Donc, la cause alcoolique est la première cause de cirrhose dans les pays développés. La toxicité cellulaire de l'alcool, elle dépend de deux facteurs. Le premier est dose dépendant par rapport à la quantité et la durée de consommation, donc 25 à 30 grammes par jour. Et le deuxième correspond à une susceptibilité individuelle génétique. Le diagnostic est suggéré lorsque le ratio ALAT sur AZAT est supérieur à 1, donc lorsque le taux de gamma-GT est supérieur à 2 fois la normale. Donc, on doit rechercher des signes d'imprégnation éthylique
qui sont l'existence d'une neuropathie, donc une hypertrophie parotidienne et une macrocytose à la biologie. Quant à l'histologie, donc, il existe des signes spécifiques d'hépatite alcoolique qui sont la nécrose hyaline, donc l'existence de corps de Mallory, une clarification et ou une badinisation hépatocytaire, donc l'existence d'une infiltration par des polynucléaires et une fibrose mutilante. On va passer aux maladies métaboliques donc, qui sont exceptionnelles et rares. Donc, la première maladie métabolique donc, est la maladie de Wilson, qui va induire une dégénérescence hépatolenticulaire. C'est une affection génétique rare par transmission autosomique récessive liée à une mutation du gène du chromosome 13. Donc, elle va induire une accumulation du cuivre dans le foie et le système nerveux central. Donc, les manifestations hépatiques peuvent être représentées par un épisode d'hépatite aiguë, une insuffisance hépatique fulminante, ça veut dire une insuffisance hépatique aiguë avec une anémie hémolytique, une hépatite chronique active au bout de 10 à 30 ans d'évolution. Donc, au bout de 20 à 40 ans d'évolution, donc l'évolution, elle se fait vers une cirrhose. Et on doit rechercher toujours l'existence de manifestations extra-hépatiques, essentiellement neurologiques, à type d'ataxie et de tremblement. Donc, on doit rechercher un anneau de Kaiser-Fleischer à l'examen ophtalmologique et une atteinte cutanée. Donc, vous voyez ici l'aspect noirâtre des ongles qui correspond à un excès de dépôt de cuivre. L'hémochromatose est également une maladie de surcharge donc qui peut induire une cirrhose. Donc, c'est une maladie à transmission autosomique récessive. Donc, elle est liée à une surcharge en fer polyviscérale secondaire à une hyperabsorption du fer. Accumulation dans le foie, le pancréas, le cœur, articulation et les gonades. Donc, le diagnostic, comment le poser ou le suspecter cliniquement. Donc, diabète, hypogonadisme, une cardiomyopathie, une artérite et un dépôt du fer dans le parenchyme hépatique. Donc, qui va se manifester par une perturbation du bilan hépatique au niveau du pancréas, le cœur et l'hypophyse. Pour terminer, donc, les cirrhoses d'origine mécanique, généralement, donc, les obstacles biliaires, donc une cirrhose biliaire secondaire à une lithiase de la voie biliaire principale ou une sténose biliaire traumatique, par exemple, après une intervention, une chirurgie hépatique pour un kyste hépatique, donc les patients peuvent développer ce qu'on appelle une cirrhose biliaire secondaire. Donc, les obstacles vasculaires, tels que les maladies véno-occlusives du foie, le syndrome de Budd-Chiari, qui correspond à une obstruction des veines sushépatiques ou une péricardite constrictive. La partie thérapeutique, il faut savoir que le traitement, qu'est-ce qu'on va traiter? Donc, on va traiter une cirrhose compensée et une cirrhose décompensée. Donc, la cirrhose décompensée, donc, c'est le traitement des complications. Concernant la cirrhose compensée, donc, le traitement a deux objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de stabiliser les lésions. On va donner un traitement étiologique afin de minimiser ou stabiliser la progression de la fibrose et minimiser le degré d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, le traitement, il est généralement étiologique. Donc, pour une cirrhose alcoolique, le traitement va faire appel à un sevrage d'alcool. Une cirrhose virale, donc, on fait appel au traitement antiviral. Donc, les cirrhoses biliaires, les chélateurs, acide urso-désoxycholique. Donc, une cirrhose par excès de cuivre, la maladie de Wilson, donc les chélateurs de cuivre, des pénicillamines. Une cirrhose auto-immune, donc il fait appel aux corticothérapies et traitements immunosuppresseurs. Et en cas d'hémochromatose, des séniles. On doit lutter contre les comorbidités, en particulier l'alcool et l'obésité, et éviter les médicaments hépatotoxiques. Donc, en cas de cirrhose compensée, l'objectif du traitement et du suivi est de prévenir et rechercher les complications, en particulier le carcinome hépatocellulaire. Donc, tout malade qui a une cirrhose compensée, donc on fait systématiquement une échographie et alpha-fetoprotéines tous les 6 mois afin de dépister un CAC au stade précoce. Tout patient qui a une cirrhose, donc on doit dépister les varices œsophagiennes. Pourquoi? Pour essayer d'anticiper une rupture de varices œsophagiennes, donc qui va se manifester par une complication qui est mortelle, qui est l'hémorragie digestive. Donc une fibroscopie systématique et entamer un traitement prophylactique pour éviter la rupture de varices œsophagiennes, donc qui fait appel soit à un traitement pour diminuer la pression portale, qui est les bêta-bloquants, en cas de contre-indication, ligature élastique. Donc lorsque la taille des varices œsophagiennes est supérieur ou égal au grade. Concernant le traitement des complications, donc l'hémorragie par rupture de varices œsophagiennes, donc à la phase aiguë, le traitement a trois objectifs. En premier lieu, contrôler le saignement, prévenir l'encéphalopathie hépatique, prévenir l'infection du liquide d'acide, et en prophylaxie secondaire, prévenir la récidive de l'hémorragie digestive. Donc, l'hémorragie digestive, à la phase aiguë, on peut faire appel à la sonde de tamponnement, donc ce qu'on appelle la sonde de Blackmore. Traitement vasopressif, donc qui vont diminuer ou entraîner une vasoconstriction. Généralement, on utilise la sondostatine
et le traitement par ligature élastique. Donc, à la phase avant du saignement, un patient qui a des varices œsophagiennes, donc on va entamer un traitement prophylactique. Ça veut dire qu'on va prévenir la rupture de varices œsophagiennes par les bêta-bloquants, propanolol, donc le TIPS ou chirurgie. Donc, on va voir par la suite c'est quoi un TIPS ou quel type de chirurgie on va pratiquer. Donc, à la phase aiguë, sonde de Blackmore, traitement vasopresseur. Et après l'hémorragie, donc, on va instaurer un traitement pour prévenir la récidive hémorragique. Donc, la prévention de la récidive hémorragique, elle fait appel généralement au traitement endoscopique qui est la ligature élastique de varices œsophagiennes. Donc, il faut savoir que l'hémorragie digestive, en cas d'une hémorragie réfractaire ou récidivante, elle va être la première cause de décès chez les patients qui ont une cirrhose. Donc, c'est un tournant évolutif majeur dans l'évolution de la maladie. La sonde de Blackmore est une sonde de tamponnement avec deux ballonnets, donc un ballonnet œsophagien et un ballonnet gastrique, qu'on va introduire à travers les fosses nasales jusqu'à l'estomac. Et ensuite, on va gonfler le ballonnet gastrique, pratiquer un lavage aspiration afin d'assurer une hémostase. Donc, la sonde de Blackmore est utilisée généralement dans les hémorragies cataclysmiques. La ligature élastique de varices œsophagiennes est un geste hémostatique. Donc, à travers l'endoscopie digestive, on va repérer la varice qui saigne, aspirer la varice, larguer un élastique. Donc, le but est de provoquer une nécrose de la varice œsophagienne et une strangulation. Donc, au bout de 2, 3, 4, 5 séances, on va éradiquer totalement les varices œsophagiennes et du coup diminuer le risque d'hémorragie digestive et améliorer le pronostic des malades. Le TIPS, c'est quoi? Le TIPS est une technique qui consiste en une anastomose entre une branche de la veine porte et une branche de la veine sushépatique, dont l'objectif est de diminuer la pression portale. Cette technique est réalisée généralement dans les hémorragies réfractaires et c'est une technique qui est temporaire. Donc, grâce à cette technique, on va maîtriser l'hémorragie dans l'urgence dans 100% des cas et diminuer le risque de récidive hémorragique de 7 à 30%. La mortalité est de 5% et cette technique est moins invasive que la chirurgie. Donc la chirurgie, c'est quoi? C'est des dérivations chirurgicales, le même principe que le TIPS, essayer de limiter ou diminuer le degré d'hypertension portale et du coup les conséquences de l'hypertension portale, donc qui sont l'hémorragie et l'acide. Donc le TIPS et les dérivations chirurgicales sont des traitements d'urgence. Ça veut dire un malade qui a une hémorragie réfractaire, donc on va pratiquer ces techniques. Mais le traitement de référence pour essayer de régler ces complications, c'est la transplantation hépatique. Concernant l'acide, qui est la première complication, donc une décompensation acidique, le traitement repose sur un régime sans sel strict. Il fait appel au traitement diurétique, spironolactone et du furosémide. À des doses maximales, on peut atteindre des doses de 400 mg de spironolactone et 160 mg de furosémide. Donc, en cas d'échec, on va pratiquer des parasynthèses avec des fonctions évacuatrices avec une compensation par de l'albumine. Dans les acides réfractaires, le TIPS il va régler également le problème de l'acide en diminuant la pression portale. Une acide réfractaire, c'est une acide qui ne répond pas au traitement diurétique avec des doses maximales. On pratique des parasynthèses avec des fonctions évacuatrices. Et si l'acide, elle régénère rapidement, par exemple, il existe des malades où on pratique une parasynthèse à un rythme de une fois tous les semaines ou une fois tous les 15 jours. Dans le cas où le liquide d'acide récidive rapidement, à ce moment-là, la meilleure technique, c'est la réalisation de TIPS. Et le TIPS, c'est un traitement temporaire en attendant de pratiquer une transplantation hépatique qui va régler définitivement le patient. Parce que généralement, les malades qui ont une acide réfractaire, c'est des malades avec une cirrhose avancée de C et un degré d'insuffisance hépatocellulaire avancé, avec une insuffisance rénale, un syndrome hépatopulmonaire. Donc, c'est des patients donc, qui ont une cirrhose vraiment avancée. Et ça, c'est les meilleures indications de transplantation hépatique. Concernant le traitement de l'encéphalopathie hépatique, toujours traiter le facteur déclenchant, contrôler l'hémorragie, traiter le foyer infectieux, parler des diurétiques et réhydrater et corriger les troubles ioniques. Donc, le traitement spécifique de l'encéphalopathie hépatique, il fait appel au lactulose à raison de 2 à 3 cuillères à soupe 3 fois par jour ou aux antibiotiques néomycine ou le métronidazole. Généralement, on utilise le lactulose. Donc, on utilise le lactulose. Donc, en cas d'échec au traitement par lactulose, on associe soit la néomycine ou métronidazole. Pourquoi on utilise le lactulose et la néomycine? Dans le mécanisme physiopathologique de l'encéphalopathie hépatique,
Il contient une accumulation de l'ammoniac au niveau de l'estomac, pour accélérer le transit, soit par lactulose, néomycine ou métronidazole, afin d'évacuer avec l'excès de l'ammoniac. Si l'encéphalopathie est de stade 1, 2, on le donne péros. Stade 3, donc coma avec réactif, ou stade 4, on utilise des lavements évacuateurs, donc des lavements par voie rectale. On va terminer par le traitement de la complication la plus redoutable, donc qui est le CHC sur cirrhose. Plusieurs moyens thérapeutiques, une chimio-embolisation, radiofréquence, alcoolisation. Donc, il existe des thérapies ciblées donc, pour les CHC avancés, qui est le sorafenib, et transplantation hépatique donc pour les petits CHC et les ECAM. Ensuite, le traitement est en fonction des étiologies. Donc, pour les causes virales, donc, on fait appel aux traitements antiviraux. Les pathologies auto-immunes, corticoïdes et immunosuppresseurs. Donc, cirrhose biliaire secondaire, c'est le traitement de l'obstacle biliaire. Cas de cirrhose alcoolique, sevrage et corticothérapie. Hémochromatose, donc c'est les CNI. La maladie de Wilson, le chelateur de cuivre, qui fait appel au dépénicilline. Enfin, le seul traitement curateur, c'est la transplantation hépatique, qui est indiquée chez les patients qui ont une cirrhose avec une insuffisance hépatocellulaire sévère, child B C, 80% des indications de transplantation hépatique. Donc, insuffisance hépatique terminale, acide réfractaire, hémorragie digestive avec échec au traitement endoscopique et instrumental, ou une cirrhose avec petit CRC. Donc, la transplantation hépatique peut être effectuée soit chez un donneur en mort encéphalique ou un donneur vivant. Donc, le seul problème, c'est le problème de greffon. Donc, la disponibilité de greffon est une technique donc, qui est très lourde, mais qui va régler définitivement ce problème de cirrhose. Pour conclure, donc, la cirrhose est une maladie histologique en partie irréversible, sauf à son début, caractérisée par une fibrose cicatricielle. Il en résulte une insuffisance hépatocellulaire, une hypertension portale et un état précancéreux. Les principales causes sont l'alcool, les hépatites chroniques à virus C et B. Donc, les malades sont classés selon la classification de Child-Pugh. Les principaux examens utiles, outre la biologie, sont l'échographie abdominale, la biopsie hépatique et la gastroscopie à la recherche de varices œsophagiennes. Les principales complications sont l'acide, les hémorragies digestives par rupture de varices œsophagiennes, l'encéphalopathie hépatique, des ictères, les infections et le carcinome hépatocellulaire.